Les comptes dédiés au coaching parental sur les réseaux sociaux ont explosé ces dernières années et on en compte aujourd'hui des milliers. Si tu scrolles ton fil d'actualité, tu feras face, même sans le vouloir, à toutes sortes de recommandations, de conseils ou de pratiques parentales à la mode. Si en apparence certains d'entre eux paraissent pleins de bon sens, ils sont en réalité à nuancer, voire même à éviter pour ne pas devenir toxiques pour l'enfant, sa famille et la société tout entière. Le pire, c'est qu'ils sont très populaires et deviennent des évidences absolues pour ceux qui y croient. Alors, dans cette vidéo, je t'ai compilé le top 5 des pires conseils en parentalité partagés sur les réseaux. Et on va ensemble analyser et nuancer chacun d'entre eux. Le choix a été difficile, alors reste bien jusqu'à la fin, parce que j'attends aussi ton top 5 en commentaire. Quel parent n'a pas connu ces situations? La frustration, les colères, la jalousie sont des émotions normales et passagères que traverse l'enfant. D'ailleurs, les neurosciences nous le disent, l'enfant n'est pas capable avant ses 6 ans de gérer ses émotions. Il ne peut pas se dire « oui, je suis seul, je suis inquiet, mais mes parents sont occupés, c'est pas grave, je vais m'apaiser ». Non, il n'est pas capable de faire ça. Parce que son cerveau est immature. C'est bien d'en avoir connaissance pour faire preuve de compréhension et adapter sa posture parentale. Mais pour autant, est-ce qu'on doit le laisser faire jusqu'à ce que son cerveau mature? Eh bien non. Certains parents se déresponsabilisent avec cet argument. L'enfant ne va pas, au lendemain de son 6e anniversaire, gérer de façon autonome et à la perfection ses frustrations, ses colères et ses pulsions. C'est complètement mépriser et négliger notre rôle de parent qui consiste à l'accompagner dans cet apprentissage. Et il en est de même avec tous les comportements dits gênant chez l'enfant. On ne doit pas subir ou faire subir ces comportements aux autres en attendant que ça passe. Au contraire, on doit prendre nos responsabilités en prenant les choses en main. Alors attention à ça passera avec le temps qu'on peut parfois entendre. L'enfant ne s'éduquera pas seul, spontanément et sans effort. Le temps n'arrangera pas les choses, au contraire. C'est justement le moment d'agir, d'observer, d'écouter, d'utiliser des outils et de se faire accompagner. Dans une récente étude qu'a réalisée Craig Smith, chercheur à l'Université du Michigan, au sujet des excuses chez les enfants, on peut lire « Les parents qui obligent les enfants sans remords à s'excuser auprès des autres, avant qu'ils ne soient vraiment désolés, peuvent causer plus de tort que de bien. » On comprend dans l'étude que l'élément pédagogique des excuses disparaît à partir du moment où on oblige l'enfant à le faire. C'est pourquoi on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux et dans de nombreux articles ce raccourci circuler. On n'oblige pas un enfant à s'excuser. Mais ce qu'il est important de préciser, c'est qu'il ne faut pas pour autant bannir les excuses. La démarche la plus constructive qu'on puisse mettre en place en tant que parent, c'est faire prendre conscience à l'enfant ce qu'il a déclenché chez l'autre, avant de l'inciter à s'excuser. L'auteur de l'étude, Craig Smith, a précisé « Assurez-vous que l'enfant comprenne pourquoi l'autre personne se sent mal et assurez-vous qu'il est vraiment prêt à dire « je suis désolé ». Ensuite, demandez-lui de s'excuser. Et pour ça, on va l'inviter à observer les réactions et les émotions qu'il a causées sur son camarade par exemple. Regarde, Tom pleure parce que tu l'as mordu. Tu lui as fait mal. Ensuite, on invite l'enfant à réparer. Viens avec moi. On va lui proposer de la glace pour le soulager. Dans cette démarche, l'enfant développe son empathie et mesure l'impact de son comportement. Ensuite, on incite l'enfant, on lui suggère de s'excuser ou de dire pardon. Bien sûr, on propose à l'enfant qui a mordu un autre moyen d'exprimer son désaccord, sa colère ou sa jalousie, l'ayant poussé à cet acte. Dit comme ça paraît simple et juste, non, mais ça ne fonctionne pas toujours. Pas avec tous les enfants et pas dans toutes les situations. Parce qu'en fait, cette étude est centrée sur l'enfant et la distinction entre les excuses volontaires et forcées. Prenons un exemple. Votre fille Mélina est tombée à la récréation parce que Julie l'a poussée volontairement. Julie refuse de s'excuser, n'éprouve aucun remords et n'a aucune conséquence suite à son geste. Pensez-vous qu'elle va s'arrêter là? Comment votre fille va vivre cette expérience selon vous? S'excuser est une compétence psychosociale qui s'acquiert avant tout par l'éducation et qui reste essentielle pour vivre en société et avoir de bonnes relations. Alors pour le bien-être de tous et pour conserver les codes sociaux, l'enfant doit s'excuser. L'élément pédagogique viendra de façon sûre plus tard, quand il sera lui-même attaqué injustement ou qu'il aura mûri. Le bien-être ou le développement personnel ne doit pas prendre le dessus sur le vivre ensemble, même chez les enfants. Alors oui, il faut parfois obliger un enfant à s'excuser. See the drawing our daughter just did? I'm gonna give her a cookie for that. Don't do that, but she did such a great job, I want to reward her. I hear you, but giving a kid a reward for something they do on their own will lead them to stop doing it in the future. Really? Why? Initially, they're internally motivated to do the task, like drawing, but when you reward them, their motivation changes. It changes? How? Their motivation becomes tied to the reward and not the task.
Studies show that once you take the reward away, they'll lose the motivation to do the task they once loved to do. Ça s'entend, mais est-ce qu'on pourrait pas un peu doser quand même? Parce que les récompenses font partie de la vie et on peut s'en servir pour élever et transmettre des valeurs à un enfant. Mais pour qu'elles soient positives et efficaces, il y a quand même quelques conditions. Déjà, elle doit être immédiate. La récompense doit avoir lieu dès que possible après un comportement positif. Ensuite, elle doit être proportionnelle à l'effort de l'enfant. Tu vas pas nous la faire à l'américaine? On reste cohérent, même s'il faut bien sûr que ça ait de la valeur auprès de ton enfant. Que ce soit quelque chose qu'il aime et qui lui fasse plaisir. Et bien sûr, on varie les récompenses en privilégiant les moments conviviaux en famille plutôt que du matériel. Un goûter en extérieur, une soirée jeu de société, la possibilité d'inviter une amie, etc. Et par-dessus tout, les récompenses ont un aspect éducatif si et seulement si elles ne deviennent pas systématiques. Oui aux surprises ou à certaines carottes, non à un chantage au cadeau. L'enfant ne doit pas s'y attendre. Et on met l'accent sur ce que ressent l'enfant concernant ses efforts et sa réussite. Alors, comment tu te sens? Est-ce que tu es fier de toi? En tant que parents, les récompenses sont pour nous un bon moyen de donner à nos enfants le goût de l'effort, la valorisation par le travail et la persévérance. Vu les nouvelles générations qui veulent tout instantanément sans effort et avec pour maladie chronique la flemme, il est plus qu'essentiel d'apprendre à nos enfants que leurs efforts seront toujours récompensés et les amèneront à la réussite. On aimerait ne jamais voir nos enfants dans cet état, et c'est normal de vouloir y mettre un terme rapidement. Ça nous arrive à tous, souvent inconsciemment d'essayer d'attirer l'attention de l'enfant sur autre chose pour l'apaiser. Ça semble efficace, rapide et pratique. Mais là où ça devient problématique, c'est quand cette pratique est présentée aux parents comme ultra efficace et à utiliser quotidiennement. Si Théo, 3 ans, voulait prendre sa trottinette pour aller à l'école et qu'il explose de colère parce que sa mère lui dit que ça ne pourra pas se faire aujourd'hui, ce n'est pas en lui montrant le camion de pompiers garé à proximité qu'il va oublier l'idée qu'il avait en tête. Son idée reviendra en force dès qu'il croisera son camarade à vélo ou à trottinette. Et il pourra même en vouloir à sa mère de l'avoir manipulé. Je vous laisse imaginer la crise qui va suivre sur le chemin. C'est en ça que c'est une mauvaise stratégie. Ça ne répond pas aux besoins initial de l'enfant ni à sa demande. Si pour une raison ou pour une autre la demande de l'enfant ne peut pas être satisfaite, on valide quand même le besoin de l'enfant, on lui montre qu'on a compris ce qu'il voulait mais qu'il n'est pas possible d'y répondre. On lui propose des alternatives si c'est possible, et si ça ne l'est pas, tant pis, on l'aide à traverser sa frustration. Vouloir répondre rapidement à toutes les demandes de son enfant n'est absolument pas constructif ni pédagogique pour lui. Il ne faut pas créer des frustrations inutiles, on est d'accord, mais ne pas chercher à éviter ce sentiment non plus. La vie est faite de frustrations, on doit leur apprendre à les surmonter, quelle que soit l'intensité. Et j'irai même encore plus loin en leur apprenant à utiliser cette frustration comme une force pour atteindre leur objectif. Si le câlin est un outil puissant pour apaiser les tensions, il est à utiliser dans un contexte d'éducation cohérent. Si l'enfant a mal quelque part, qu'il est trop fatigué, qu'il est inquiet, bien sûr que c'est bon de lui proposer un câlin pour l'aider à s'apaiser. Ça lui montre notre amour, notre soutien pour lui. Par contre, lui proposer un câlin parce qu'il n'est pas content que vous l'empêchiez de reprendre un bonbon, qu'il se met en colère, à frapper, à se rouler par terre, ce n'est pas cohérent. Voire même c'est totalement contre-productif. Votre posture parentale dans cette situation n'est pas logique. Ce conseil devenu trop réducteur doit absolument être nuancé en fonction de la situation, de l'enfant, de l'objet de la frustration ou de la colère et de l'état émotionnel de la mère. Et puis, à force de lire et d'entendre partout que faire un câlin à son enfant pour qu'il se calme est la solution miracle, les mères dont les enfants refusent tout simplement le contact physique lorsqu'ils sont en colère, et c'est répondu, se sentent tristes, voire culpabilisent de ne pas réussir à appliquer ce conseil. Mais c'est simplement que les enfants et les personnes en général ont des besoins différents, et c'est ok. L'éducation positive prône le respect, alors allons au bout de la démarche en respectant les besoins de chaque enfant et de chaque parent. Et mettons un terme à ces raccourcis grotesques présentés comme des méthodes miracles. Soyez vrais, soyez authentiques avec vos enfants plutôt que vouloir appliquer coûte que coûte les derniers conseils à la mode. Maintenant, je t'attends en commentaire pour me dire quel est ton top 5 des pires conseils en parentalité. Et comme toujours, je t'invite à t'abonner à la newsletter pour recevoir du contenu exclusif et de qualité. Bye.